Après un week-end particulièrement chargé, eh bien cet après-midi, François Fillon devrait s'expliquer, on devrait en savoir davantage sur cette fameuse affaire. Et c'est avec Philippe Vigier que nous sommes ce matin, qui est député maire en Eure-et-Loire et qui est aussi le président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Et il n'est pas en hologramme. Préciser maintenant. Bonjour Philippe Vigier. Bonjour. C'était impressionnant d'ailleurs l'hologramme. Oui, c'est impressionnant. En dehors de toute autre considération. C'est vrai que c'est un moyen moderne aussi de faire de la politique, que d'apparaître à tout moment. C'est peut-être aussi une nouvelle façon de faire en sorte de fédérer les foules et de parler des projets. Eh bien, pourquoi pas. Fillon, cet après-midi, vous en attendez quoi? Chacun a bien compris qu'on vit un moment très difficile dans la campagne de François Fillon. C'est l'heure de vérité. C'est l'heure de vérité et je suis persuadé qu'il saura trouver les mots parce qu'il a entendu ce message que nous avons été nombreux à lui faire passer. Oui. L'incompréhension, de la colère souvent. Quelquefois, certains parlent de faute, alors qu'il avait incarné une campagne des primaires de la droite et du centre dans lequel il expliquait que tout allait changer. Donc moi, j'attends de lui que vraiment il redonne un nouveau cap, qu'il dise je vous ai compris, j'ai fait des fautes. Il doit faire repentance. Oui, d'une façon, mais on peut pas laisser. C'est quelque chose de très important qui se passe. Imaginez qu'il s'agit de la campagne présidentielle. Imaginez qu'il s'agit de l'avenir de la France, et on ne peut pas laisser comme cela un doute sur sa candidature. Il a été choisi, rappelons-le, très massivement. Il y a 4,5 millions de Français qui ont fait l'effort d'aller voter parce qu'ils veulent autre chose. Alors on entend ici ou là rembourser. Est-ce qu'il doit rembourser? Rembourser quoi? Rembourser les sommes qui lui sont... Non, mais ces primaires, elles ont eu lieu. Ça a été un moment démocratique très fort. Ce qu'il faut... Non, mais il y a des gens qui disent qu'il faut rembourser les rémunérations de sa femme. Alors, la question est simple, et moi, je fais confiance à la justice de mon pays. D'ailleurs, François Fillon lui-même a dit les choses. Laissez-moi 15 jours. C'est le temps qui va permettre à la justice de vérifier si oui ou non sa femme a travaillé ou pas. On ne va pas être les politiques à la place des juges et les juges à la place des politiques. Alors, c'est pas une femme qui se met en avant. Voilà, c'est une femme qui est plutôt à côté, en retrait, mais c'est pas une femme qui se met en scène comme certains font dans la vie politique. Est-ce que si il se démet à terme, est-ce qu'il faut rembourser l'argent des primaires? C'est aussi quelque chose qu'on entend. Mais l'argent des primaires a été utilisé pour faire une primaire inédite. Il y a eu 7 candidats. Ah oui, mais si elle est caduque. Non, mais l'important, c'est pas ça. L'important, attendez, il faudrait quand même qu'on dise les choses simplement. D'abord, il n'y a pas de plan B. Bon. D'abord, il n'y a pas de plan B. François Fillon est candidat. Et si jamais on devait penser à autre chose, rien ne pourrait se faire. Comment on fait? Rien ne pourrait se faire sans que François Fillon s'exprime lui-même. Et après, quoi qu'il arrive, ça ne pourrait se faire que dans le rassemblement et choisir collectivement quelqu'un. Mais cette question, on l'évacue aujourd'hui. Ça pourrait être Alain Juppé. Cette question, lui-même ce matin, par un tweet, Alain Juppé, il est légitime pour une raison, parce qu'il a fait la primaire. En revanche, ce matin, c'est lui qui a démenti avec la plus grande force le fait qu'il ne serait pas candidat. Vous avez le temps Moi, j'attends cet après-midi que François Fillon redonne un cap à sa campagne, dise « je vous ai compris, je vous ai entendu ». Si j'ai fait quelque chose d'amoral, je m'engage, si vous me choisissez comme président de la République, à faire cesser toutes ces pratiques qui ont été utilisées par beaucoup de politiques. Qu'est-ce qu'on vous dit dans vos circonscriptions? Les gens râlent, comprennent pas. Ils avaient une image différente de celle qu'on voit maintenant, puisque, accordez-moi quand même que quel est l'homme politique qui, en moins de 10 jours, en a pris autant dans la figure? Qui? Pas un seul. Donc il y a une focalisation. C'est la règle du jeu, mais c'est une focalisation extrêmement forte. D'ailleurs, c'est un peu étonnant. Pendant les primaires, on n'avait jamais rien entendu sur tout cela, comme par hasard. D'où vient le coup? Écoutez, ça, les juges font leur boulot. D'où vient le coup, d'après vous? Écoutez, moi, je n'ai pas de sources qui me permettent de savoir d'où vient le coup. Certains disent faut toujours se méfier de ses amis. Écoutez, j'étais quand même surpris que lorsque l'autre jour, éventuellement, le fait que l'Élysée soit en train de manigancer ce coup, il y a eu, comme par hasard, un communiqué de l'Élysée en disant non, François Hollande ne s'occupe de rien. Je suis persuadé qu'il regarde ça avec un œil attentif. D'accord. Mais vous ne savez pas d'où ça vient? Non, je ne sais pas. Ça peut venir de Bercy, ça peut venir des Républicains. Vous savez, Chaban-Delmas, c'était une feuille d'impôt qu'il avait, je m'en souviens bien, j'étais jeune, mais fait en sorte d'être empêché pour les élections présidentielles. On n'en est pas là. Une fois de plus, cet après-midi, c'est un moment très important. C'est le moment le plus important où il doit redonner cet espoir, où il doit renouer la confiance, qu'il faut le reconnaître, est actuellement mise à mal. Donc, on ne réorganise pas des primaires si jamais il se démet? Pardonnez-moi, il y a de la décence dans la vie politique. Bon. Et la décence, c'est qu'il y a un candidat qui a été choisi. Pour le moment, c'est François Fillon. Il y a un problème de confiance. C'est à lui à la rétablir. Rappelez-vous, un mois avant l'élection du premier tour de la primaire, qui pariait 1 euro sur François Fillon? Donc, il a quelques jours là pour redresser la barre. Comment on saura si
discours, si cette intervention de cet après-midi, eh bien, a atteint son but, c'est-à-dire qu'elle restaure cette confiance dont vous parlez. Oh, vous savez, l'opinion publique a basculé très vite dès le moment où il y a eu des premières révélations qu'on a vues dans la presse. J'imagine que de la même façon, le boomerang reviendra dans l'autre sens. Ça sera quoi le test? Ça sera un sondage? Ça sera sondage, et puis de toute façon, l'impression, on la sent tout de suite. D'abord les journalistes qui vont faire des commentaires, les analystes, savoir s'il aura bien trouvé les mots, s'il sera allé toucher le cœur des Français. C'est ça dont il s'agit. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Moi, la politique fiction, ça m'intéresse pas. Laissez cet après-midi se passer, laissez-lui sa chance d'expliquer, de dire tout. Parce que, une fois de plus, c'est pas sur le plan légal qu'il y a une difficulté. C'est pas sur le plan légal. Il faut quand même rappeler des choses. C'est sur le plan moral. C'est sur le plan moral. Et bien là, c'est à lui à trouver les mots une fois de plus pour dire non seulement je vous ai entendu, mais ça va changer. Pourquoi Georges Fenech a pris la tête de cette fronde-là? Écoutez, je suis pas là pour commenter comment dirais-je, des prises de position individuelles par tel ou tel. L'important, c'est de rester unis parce que de toute façon, il y a une chose qui est simple. On coulera tous ensemble, mais quand tous ensemble, c'est pas simplement la droite et le centre. C'est la classe politique dans son ensemble qui doit avoir de nouvelles pratiques. Le peuple nous le dit avec force. Et voyez, regardez François Fillon. Il a quand même mis les bornes aux choses. Il a dit si jamais je suis mis en examen, je ne serai pas candidat. C'est pas comme Madame Le Pen. Donc ce matin, Monsieur Philippot, le proche conseiller, a dit même si elle est en examen, elle sera candidate. Vous voyez, mais la présomption d'innocence, quand vous êtes mis en examen, vous êtes présumé innocent. François Fillon, ça veut dire une chose. D'accord. Ça veut dire que pour lui, l'éthique, ça compte. Est-ce que cette histoire peut fracasser l'alliance entre la droite et le centre? Écoutez, dans les moments les plus terribles, d'ailleurs, vous n'avez pas entendu des voix de centristes se voulant comme cela condamner. Non, parce que nous sommes solidaires. D'abord, nous étions inscrits dans cette primaire de la droite et du centre. Moi, je suis très à l'aise, j'avais soutenu Alain Juppé, j'ai dit qu'au lendemain de la primaire, je soutiendrais celui qui gagnerait la primaire. Maintenant, nous travaillons avec les Républicains sur un accord législatif qui n'est pas encore bouclé à l'heure où je vous parle, bien avancé, mais pas finalisé. Combien? Il nous faut 75 députés en 4 victoires. 75 gagnables. Absolument, parce que Jean-Christophe Lagarde dit donc qu'il faut 150 circonscriptions. Pour qu'il y en ait 75 il faut distinguer gagnables. le nombre de circonscriptions où on a des candidats uniques, qui peuvent être gagnants ou perdants, et puis des circonscriptions où on peut gagner pour une raison simple, c'est pas pour se compter, c'est parce que il faut une majorité future, que j'appelle de mes vœux, équilibrée entre la droite et le centre. Ces 75 sont acquis? Pas encore, mais nous y travaillons. Vous en êtes à combien là? On avance, il en manque encore une petite dizaine et on ne sera pas loin du cap. Qu'est-ce qui achoppe? Pourquoi ça met du temps? Pourquoi c'est compliqué? Parce que non, on a fait ça dans le calme, mais c'est normal, chacun défend les siens. On essaye de partir d'un principe simple, il faut les meilleurs candidats, tous les meilleurs candidats dans les circonscriptions, et puis une fois de plus, équilibrer cette majorité. Et ça, nous y tenons, et je suis persuadé que nous y arriverons. Alors, chez les centristes, il y a quand même des interrogations qui se posent ici ou là. On a bien vu le congrès du Parti radical. Il y a eu un vote, il y a quand même un petit quart des participants qui penchent plutôt pour Macron. Mais c'est naturel, mais c'est pas la peine de cacher les choses. Et il y a beaucoup de responsables, il y en a qui sont partis chez Macron. Il y a quelques cadres départementaux, quelques jeunes qui sont partis, il faut le reconnaître. Il y a une tentation. Emmanuel Macron exerce par sa séduction une tentation sur certains cadres, sur certains hommes ou femmes qui voulaient être candidats aux législatives qui n'avaient pas été choisis. Bref, il ne faut pas être insensible à cela. Mais le programme d'Emmanuel Macron, vous le connaissez? Emmanuel Macron, il a une spécialité à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle le pas de patineur. Vous connaissez bien ça, parce que j'aime faire du ski, c'est un coup à gauche, un coup à droite, jamais au centre, mais ni de gauche, ni de droite. Donc on cherche, et on attend le projet. J'ai vu d'ailleurs que même un de ses soutiens implicites, Ségolène Royal disait, c'est quand le programme? Donc parce que, pardonnez-moi. C'est un candidat sans programme aujourd'hui? Pour le moment, je ne vois pas le programme, je ne suis pas le seul à dire, c'est pas une critique. Il peut gagner une présidentielle sans programme? Mais c'est impossible. À un moment ou à un autre, il y aura le choc des réalités. Que veut-il faire? Et moi, ce que j'appelle de mes vœux, c'est un vrai débat démocratique. Demain, l'Europe, il propose quoi? Dans cette Europe complètement disloquée, le Brexit étant là, dans le monde, on propose quoi avec Trump, dont on voit bien les agissements au quotidien? La physiologie du monde, c'est plus la même. Regardez l'Afrique. Que va-t-il se passer? Quand est-ce qu'on invente, comme demande Jean-Louis Borloo, une politique de co-développement? C'est un adversaire redoutable ou pas? C'est un adversaire, il faut le respecter, mais c'est un adversaire redoutable naturellement, parce que pour le moment, il surfe sur le fait que les primaires à gauche ont montré que Benoît Hamon, qui d'ailleurs fait une bonne campagne, est en train de rassembler autour de lui, était imprévisible. Benoît Hamon imprévisible. Vous croyez qu'Hamon et Mélenchon, ils peuvent se rassembler? J'ai vu qu'ils allaient se parler, ils sont certainement plus proches que n'est Benoît Hamon d'Emmanuel Macron. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est que la campagne de François Fillon étant arrêtée depuis quelques jours, parce que tout le monde s'est focalisé là-dessus, il est temps, sur l'affaire, il est temps de passer à autre chose. Donc moi, je demande une chose, c'est que cet après-midi, on ait les conditions pour que la campagne présidentielle reparte. On ne peut pas priver la France de ce débat. C'est pas un problème de droite, de gauche. Qu'est-ce que veut faire la gauche? Qu'est-ce que veut faire la droite? Qu'est-ce que veut faire Emmanuel Macron? Est-ce que les 6 millions de chômeurs, on les laisse là où ils sont? Si la droite perd cette élection, c'est la plus bête du monde?
si on perd cette élection, vraiment, c'est la plus bête du monde, mais comme elle a encore plus bête qu'elle n'a jamais été. Ah oui. Vous allez. Qu'est-ce que vous lui avez conseillé? Vous êtes un de ses porte-parole à Moi, François j'ai dit à Fillon. François Fillon très simplement qu'il fallait dire la vérité. Ouais. Ce qui a marché dans Parce sa qu'il ne l'a pas campagne. dite jusqu'à présent. Il ne l'a pas dit complètement, mais peut-être parce que c'est un garçon très réservé, et parce qu'il n'a peut-être pas dit les choses avec suffisamment de précision. Mais là, il a compris un message. Et ce message, que cette affaire a révélé des choses que les Français ne veulent plus entendre. Même si, une fois de plus, la justice le prouvera. Je suis persuadé qu'il faut avoir confiance dans ce que va dire la justice. Il n'y a pas de détournement d'argent public. Non. Voilà, il y a eu un travail qui a été effectué, c'est à lui à apporter les preuves. Vous avez été convaincu, ça, qu'il y a eu un J'en travail suis effectué. convaincu. Mais écoutez, après, une fois de plus, moi je ne suis pas juge. Chacun son métier. D'accord. Il y a déjà des documents qui ont été remis, il y en a d'autres qui le seront encore. Mais il y a eu des erreurs de communication dans sa défense. Probablement. D'après vous. Il faut savoir reconnaître quand on se trompe. Très vite, il aurait dû le dire. Il aurait dû venir aux 20h le soir même en disant les choses. Mais qui pouvait imaginer que tout d'un coup, sous la présidente Pleure, vous savez, lorsqu'il y a eu M. Hollande, avec son coiffeur à 10 000 euros par mois. Ouais. Alors moi, je vais vous faire un petit calcul tout simple. Ouais. 10 000 euros par mois qui est multiplié 12 mois, ça fait 120 000 euros. Sur 4 ans, ça fait 500 000 euros pour un coiffeur. Donc le coiffeur coûte plus cher que Pénélope Fillon. Et les chaussures de M. Morel, où il y avait des cireurs. Il a été démis, lui. Oui, hein. mais enfin, il a mis combien de temps avant d'être démis? Donc, pardonnez-moi, vraiment. Alors évidemment, quand on fait le calcul global des sommes, ça représente des sommes absolument considérables et incomprises. Tant la France va mal. C'est cette gauche qui a mis cette France dans un tel état de souffrance sociale, de souffrance économique, de détresse morale. Et c'est pour ça que François Fillon incarne ce nouveau cap. Et que là, ce qui a été dit est de nature à le fragiliser. Ça profite à qui? Au Front National, Ouais. qui d'ailleurs qui est un peu surpris du traitement médiatique. Ouais. Alors là, emploi fictif avéré. Pour eux, vous voulez Oui, dire. pour eux, condamnation. 340 000, ou même Mme Le Pen dit « je ne rembourserai pas ». Et après, elle parle de civisme, elle parle de droiture, elle parle d'État. Et après, en étant éventuellement président de la République et refusant de faire en sorte que les décisions de justice de son pays suivent des faits, c'est Elle peut être impossible. présidente de la République, Marine Le Pen. Vous savez, il y a un risque dans toute situation politique. Le pays va tellement mal, souffre tellement, les gens s'interrogent. Et ils disent, mais on va peut-être les tester. Ben non, on va peut-être les essayer. Non, pour toutes les raisons du monde, car ça serait affaiblir encore la France. Plus de chômage et plus de pauvreté. Vous avez soutenu, dans le cadre de la primaire, Alain Juppé. Vous l'avez eu au téléphone depuis l'affaire Fillon? Non, je l'ai croisé il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'il vous Je l'ai vu dit d'ailleurs au meeting, mais on n'a pas eu l'occasion de discuter de façon approfondie. Mais Alain Juppé, ce matin, par son tweet, a été très clair. Ouais. Nous avons un candidat, écoutons-le. Ouais. On va l'écouter cet après-midi à 16h. Ouais. Et puis, je suis persuadé que ça ira mieux demain. Et En après, tout cas, vous réunit François Fillon ce vous n'est pas réunit fait- François Fillon voit tous les parlementaires demain Ouais. matin à son QG, républicains et centristes. D'accord. Et Voilà. les groupes centristes se retrouveront demain soir. C'était eh bien le talk de Philippe Vigier qui nous a parlé de la droite qui pourrait être la plus bête du monde comme elle l'a jamais été si cette affaire ne se résout pas, et il est confiant pour que François Fillon eh bien dise sa vérité cet après-midi. Et maintenant les questions, vos questions chers internautes, avec Mathilde Sirot qui vient d'arriver dans le studio. Bonjour Mathilde. Bonjour Yves Tréhard, bonjour Philippe Bonjour. Vigier. Alors. Nos internautes réagissent effectivement à l'affaire Fillon. Il y a une conférence de presse cet après-midi, on en a parlé. Corentin nous pose cette question, est-ce que vous ne pensez pas que le moment de vérité aurait dû intervenir plus tôt et que là, finalement, ça va être trop tard de s'exprimer devant les Français? C'est toujours facile de dire que c'est trop tard, mais j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais, et c'est bien qu'il le fasse cet après-midi. Et comme c'est une conférence de presse, tous les journalistes présents pourront poser toutes les questions. Donc vous voyez, c'est pas filtré, c'est pas uniquement... C'est risqué aussi quand même. c'est pas uniquement un 20h avec un journaliste. C'est mieux d'agir comme ça d'ailleurs, oui. Ben, c'est bien mieux, je crois. Une conférence de presse, c'est ouvert. Les questions ne sont pas préparées à l'avance, les Français le savent. Donc les journalistes pourront poser toutes les questions qu'ils veulent et lever les voiles, là où il y a encore des voiles à lever. Françoise nous pose la question, d'où viennent ces révélations sur François Fillon et pourquoi Écoutez, j'ai répondu à Yves Tréhard tout à l'heure, je n'ai pas la source, si je les avais, je vous l'ai dit. Pourquoi elles arrivent maintenant? Mais parce que c'était l'homme à abattre. Vous comprenez, François Fillon était... Il n'y a pas un analyste politique qui avait dit que François Fillon gagnerait la primaire de la droite et du centre. Tout le monde s'est planté. De la même façon que pour Benoît Hamon, tout le monde s'était planté. Très bien. Et là maintenant, ceux qui refusent que ce soit lui qui devienne président de la République, tant on voyait bien qu'après ces 5 ans de socialisme, les Français voulaient autre chose. Beaucoup d'internautes nous parlent de François Baroin
est-ce que François Baroin serait une bonne personne, un recours? J'ai répondu tout à l'heure très simplement que si jamais un jour il y avait un plan B, rien ne se ferait d'abord sans François Fillon. Et après, quoi qu'il arrive, une décision collégiale, ne comptez pas sur moi pour avancer un nom plutôt qu'un autre. Il fait partie des talents dont la droite et le centre ont la chance de compter parmi ces rangs. Alexandre qui s'interroge, et une bonne question, en disant aujourd'hui on voit bien qu'il y a une aspiration des électeurs à du changement, à du nouveau, Hamon, Macron précisément. Est-ce que c'est un handicap de n'avoir pas été élu, d'avoir eu des fonctions électives importantes? Oui, parce que quand on veut bien connaître le pays, c'est François Mitterrand qui dit ça très bien. Ouais. On peut être candidat à la présidence de la République, disait-il, que lorsqu'on connaît chaque village, que l'on a essuyé tel ou tel mandat qu'on a... On peut connaître chaque village sans être élu. On peut connaître chaque village sans être élu, mais c'est un bagage complémentaire, c'est une formation complémentaire. C'est aussi, ça vous a mis en situation de décider de faire... Emmanuel Macron a été ministre pendant 2 ans, a été conseiller du président de la République, donc quelque part, il est aussi comptable du bilan. Et puis, regardez, on a eu un chiffre de la croissance qui est sorti la semaine dernière qui n'était pas bon. C'était aussi les années Macron. Et comment vous expliquez justement cette effervescence autour de lui? C'est normal. C'est normal. Il exerce une séduction, il apparaît nouveau dans le paysage, il a réussi de façon formidable de faire oublier ces 4 années auxquelles je fais référence, mais il y aura une heure de vérité. Et l'heure de vérité, ça sera son projet. Il ne peut pas faire de l'agonie. Un projet, c'est un cap. Et là, les questions, on va lui poser et on verra les réponses. Justement, il y a aussi une remarque de Laurence qui nous dit c'est dommage de ne plus parler de fond pendant cette campagne présidentielle. Merci. Et en fait, on en a marre de l'histoire Pénélope Fillon. Est-ce que vous aussi, vous regrettez qu'il n'y ait pas un vrai débat politique à 10 semaines de la présidentielle et que, en fait, cette affaire parasite je le regrette pas pour moi, je le regrette pour les Français. Ouais. Parce que l'élection présidentielle, c'est la première des élections, c'est celle qui font tout. C'est les 5 ans qui sont devant nous qu'on est en train de choisir. Ça veut dire que demain, on fait quoi pour qu'il y ait moins de jeunes au chômage? On fait quoi pour que l'Europe aille mieux? On fait quoi pour que le monde aille mieux, tant on voit qu'il est tellement déstabilisé par le terrorisme? On fait quoi pour que demain, l'industrie française renaisse, que nos agriculteurs aillent mieux? Et là, on ne parle plus de rien. Mais quand est-ce qu'on revient au fond? Moi, je suis quelqu'un attaché au fond des choses. Eh bien, vraiment que le débat de fond reparte. Et cet après-midi, François Fillon, ça va être le moyen de redonner les clés de l'ouverture d'une nouvelle campagne présidentielle. Alors, on sait que François Fillon ne veut pas revenir sur le non-cumul des mandats. Votre position sur ce sujet? Il a raison. Vous êtes d'accord? Parole donnée, parole tenue. Comme l'histoire des 15 jours. Parole donnée, parole tenue. Comme l'histoire de mise en examen. Je suis mis en examen, je ne suis pas candidat, je ne suis pas en examen, je peux continuer. Vous choisirez quoi pour ce qui vous concerne, puisque vous êtes député? Mais moi, je suis député. Je regrette. Mais il faut aussi être légitimiste. Il y a une loi qui a été votée. Vous choisirez quel mandat? Je resterai député si les électeurs me font confiance. Vous allez vous représenter. Je me représente aux législatives. Il y a 16 ans que je suis maire de ma commune, avec un immense bonheur. Je fais plein de choses. Comme vous disiez tout à l'heure, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. J'aurais porté une intercommunalité. Eh bien, écoutez, c'est dommage, parce que quelque part, on va être un peu déraciné. Mais c'est ainsi. Mais c'est la choix loi. que vous ferez. D'accord. Alexandre nous pose beaucoup de questions et il vous demande est-ce que c'est toujours un danger pour un homme politique d'invoquer l'exemplarité, la probité, comme l'a fait François Fillon? Est-ce que c'est risqué quand même? Évidemment, parce que lorsqu'on ressort des affaires d'il y a 10, 15 ou 20 ans, en fait des affaires, avec des petits guillemets, le fait de salarier ses enfants, sa femme, c'est toléré. Et c'est toléré à l'heure actuelle. Mais c'est les sommes qui ont choqué. Oui, les sommes parce qu'elle est cumulée dans le temps. Personne n'osait dire qu'elle a travaillé depuis 30 ans. Si vous disiez la somme sur 30 ans, ça fait combien par mois? Mais je comprends que la somme, elle soit reçue comme indécente par le chômeur, par celui qui est ouvrier, qui gagne 1 200 €. Et quand on jette cette somme en pâture, je le disais tout à l'heure, pour le cireur de chaussures de M. Morel à l'Élysée, ou pour le coiffeur du président de la République, toutes ces sommes-là sont insupportables. Donc, mais il faut de l'exemplarité, il faut de la moralité. Moi, j'ai pas oublié les affaires Cahuzac. La morale publique a changé. La morale publique a changé. Et puis, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a ces chaînes d'infos. La demande de transparence. L'exigence totale de probité, c'est très difficile d'être engagé dans la vie publique. Vous la connaissez, Pénélope Fillon? Je ne la connais pas. Très librement, j'ai serré la main 2 ou 3 fois, mais je ne la connais pas. C'est une femme dont je peux vous dire simplement, pour l'avoir vue l'autre jour à la Villette, discrète. Touchée. Extrêmement touchée. J'ai vu quelques témoignages de ses amis. C'est pas une femme qui se met en avant. D'ailleurs, on a essayé de la coincer dans cette fameuse émission de France 2. Elle a voulu dire, moi, je fais pas de la politique. C'était une vieille interview, de oui, 1987. Oui, mais vous voyez bien tout de suite. 2007, pardon. Qui datait de 2007, dans un tabloïd anglais. Mais tout de suite, elle, c'est une femme tellement discrète, elle n'imagine pas de faire de la politique assise à côté de son mari au premier rang. C'est pas son truc. Dernière question. Est-ce que vous êtes pour davantage de transparence dans la vie politique et la vie publique? Tout à fait. Vous savez que nous, les parlementaires, on donne notre patrimoine à la haute autorité de transparence de la vie publique. Vous n'avez pas de gens de votre famille dans votre entourage parlementaire?
Je vais tout vous dire, j'ai une fille qui a fait Sciences Po et que j'ai embauchée 2 fois 1 mois et en 2014 et je me suis retrouvé dans Mediapart. Alors qu'elle avait travaillé 6 mois au Parlement européen. 2 fois 1 mois. On ne peut plus rien faire. Rendez compte, c'est pratiquement des sales gueules, on n'a pas le droit de faire en sorte que nos enfants puissent à un moment faire un stage ou quelque chose. C'est ainsi. Si ce sont de nouvelles règles, on devra s'y plier. C'était les réponses en toute transparence, c'est le cas de le dire. Hein. On sait que maintenant, la fille de Philippe Vigier a fait Sciences Po. À vos questions, chers internautes, merci de votre fidélité. On vous retrouve sans faute demain. Merci Philippe Vigier. Merci.